Aujourd'hui, je suis à Taïwan, et plus précisément à Taipei, la capitale, devant ce qu'on appelle le mémorial pour le retour à la démocratie. Alors Taïwan, ce n'est pas un État indépendant, du moins pas tout à fait, mais c'est une nation. Ses habitants s'inscrivent dans la civilisation chinoise, mais ils ne dépendent pas politiquement de Pékin. Alors je vais essayer de vous expliquer en quoi l'enjeu de l'élection présidentielle de mars 2008, ici à Taïwan, est importante pour définir les relations justement avec la Chine. Taïwan est une île située à quelques 160 km des côtes chinoises. Elle fait 36 000 km² et elle a 23 millions d'habitants. Une minorité d'Austronésiens a d'abord peuplé cette île, métissée aujourd'hui à une majorité de Chinois Han. Et ces Taïwanais se trouvent dans une situation tout à fait étonnante. En quelques décennies, ils sont parvenus à sortir d'un régime politique autoritaire pour façonner une démocratie effective, à devenir l'une des puissances économiques majeures dans le monde, sans être pour autant reconnue à l'ONU, et tout en vivant sous la menace du régime de Pékin. Donc je voudrais aujourd'hui en fait remettre Taïwan au centre de la carte et vous parler de son incroyable influence sur le décollage économique de la Chine. 2 points d'histoire pour mieux comprendre. Après la guerre sino-japonaise de 1895, la Chine doit céder Taïwan au Japon par le traité de Shimonoseki. Viennent alors s'installer sur l'île de nombreux Japonais qui vont amorcer sa mise en valeur. Et c'est important à savoir parce que cette influence japonaise donne comme de l'avance à Taïwan en matière de tissu industriel et d'aménagement du territoire, et cela explique en partie le potentiel économique dont a disposé Taïwan après 1945. Cette souveraineté du Japon sur l'île va durer 50 ans, et Taïwan redevient chinoise en 1945 après la défaite du Japon dans la guerre du Pacifique. Deuxième point d'histoire à retenir, c'est l'arrivée sur l'île à partir de 1949 des troupes du général Chiang Kai-shek et des 2 millions de Chinois nationalistes qui fuient la Chine continentale après la prise du pouvoir à Pékin par le Parti communiste chinois de Mao Tse-tung. Et c'est à partir de cette date, 49, que se développent 2 légitimités politiques divergentes sur la Chine. Celle du Parti communiste chinois et celle du Kuomintang, le parti nationaliste installé à Taïwan, chacun s'estimant souverain sur l'ensemble de la Chine. Cette rivalité, qui date des années 50, a toujours maintenu une forte tension politique et parfois même une tension militaire sur le détroit, et l'on en est toujours là aujourd'hui. Du moins politiquement. Parce que sur le plan économique, la réalité commerciale et financière a radicalement changé. Les entrepreneurs taïwanais sont venus investir massivement, sans tenir compte du blocage des relations politiques entre la Chine et Taïwan. Eh bien, c'est cette relation économique, de part et d'autre du détroit, que je voudrais éclairer aujourd'hui. Taïwan va dès le départ connaître une croissance forte de son économie, grâce aux exportations de biens de consommation, des jouets, des outils, de l'électroménager, tout cela de qualité moyenne, mais répondant à la demande des Européens et des Américains dans les années 70. Le pays accumule d'importantes réserves bancaires, investit dans son éducation, dans la formation, tandis que les entreprises taïwanaises vont fort bien saisir l'opportunité qu'offre la réforme économique en Chine. Ces entreprises vont pouvoir, à partir de la fin des années 80, tirer profit de la proximité géographique et linguistique de la Chine côtière et des avantages fiscaux offerts aux investisseurs dans les zones économiques spéciales ouvertes le long des côtes, et enfin de la main-d'œuvre chinoise moins chère que sur l'île. Les économies de l'ASEAN, principalement la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, étaient depuis la répression de Tiananmen en 1989 les premiers récipiendaires des investissements directs étrangers de Taïwan, et d'ailleurs le schéma que vous voyez là, exprimé en milliards de dollars, montre bien à partir de quelle année les investissements taïwanais délaissent partiellement l'Asie du Sud-Est pour se diriger vers la Chine à cause de la crise financière de 1997. Cette configuration fait que tout le monde est gagnant de part et d'autre du détroit. La Chine parce qu'elle attire les capitaux et crée une dépendance économique de Taïwan, et les entreprises taïwanaises de leur côté parce qu'elles viennent délocaliser leurs usines dans les provinces côtières les plus proches de l'île. Le Guangdong, le Fujian,
le Zhejiang, Shanghai, le Jiangsu, où les coûts salariaux sont moins élevés que sur l'île. Ce qui fait que la Chine continentale va bénéficier, à partir des années 90, d'un certain nombre de transferts de technologies de pointe qui aident son développement économique. Par exemple, les PC portables, Quanta, Acer, Honhai pour l'électronique, grand public, sont fabriqués en Chine, mais en fait par des entreprises taïwanaises. La fabrication des cartes mères, des semi-conducteurs, émigre également de l'île vers le continent. Et aujourd'hui, les exportations chinoises dans le monde sont pour 25% du total réalisées en fait par des entreprises taïwanaises. Ce qui fait qu'en moins de 30 ans, en gros 1975-2005, la présence taïwanaise en Chine est devenue massive. Il y a à peu près 100 000 entreprises taïwanaises sur le continent. Les Taïwanais émigrés sont plus de 2 millions, soit un taux d'expatriation considérable pour une population de 23 millions d'habitants. Et les investissements taïwanais en Chine seraient même trop importants. En 2006, les stocks d'investissements directs étrangers déclarés, c'est-à-dire les IDE, seraient de 43 milliards de dollars américains, soit le montant autorisé par le gouvernement de Taïwan. Mais Pékin, de son côté, et les estimations extérieures donnent un chiffre 3 fois plus important. Les IDE taïwanais sur le continent totaliseraient en fait près de 150 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en fait, Taïwan serait aujourd'hui le premier investisseur en Chine, devant le Japon et devant les États-Unis. Alors pourquoi ce mensonge sur les chiffres? En fait, le gouvernement de Taipei craint que la concentration des IDE en Chine augmente le niveau de dépendance politique de l'île par rapport au continent et ne fasse finalement le lit d'une réunification politique. L'État taïwanais maintient donc des restrictions aux investissements, 40% du capital de l'entreprise, autorisation administrative préalable, sauf que les entreprises de Taïwan ont contourné ces barrières, notamment grâce à Hong Kong, ce qui montre bien le caractère fictif de la situation. Une analyse fine des chiffres indique que 30% des investissements venant de Hong Kong vers le continent seraient en fait d'origine taïwanaise. Et puis, vu l'intensité des affaires de part et d'autre du détroit, il est tout de même assez comique de constater que les vols directs entre Taïwan et la Chine sont interdits, ou en tout cas ils sont toujours limités à des charters pendant le Nouvel An chinois. Sinon, il faut faire escale en avion ou en ferry à Hong Kong, ce qui pour un homme d'affaires prend une demi-journée au lieu d'une heure et demie si on prenait un vol direct. Alors en ce début de l'année du rat, que faut-il retenir de ces chiffres impressionnants? D'abord que les capitaux et les entrepreneurs de Taïwan ont une part très importante dans la réussite de l'économie socialiste de marché en Chine, et ça, on ne le mesure pas toujours très bien depuis l'Europe. Ensuite, que les autorités politiques des deux bords du détroit de Formose font le grand écart entre la dépendance économique mutuelle et la tension politique liée au legs de l'histoire et aux idées nationales. L'indépendance de Taïwan existe déjà de facto, une monnaie, une armée, un drapeau, un hymne, un corps diplomatique, des élections et des institutions démocratiques, mais cette indépendance n'existe pas des jurés. Le maintien du statu quo actuel arrange les milieux d'affaires, mais de toute façon, rien ne bougera avant les Jeux Olympiques de Pékin, ni même avant février 2009, tant que les États-Unis d'Amérique n'auront pas élu leur nouveau président. L'enjeu pour le prochain président de la République ici, ce n'est pas le retour de Taïwan dans le giron chinois. Ce n'est pas non plus accepter la formule « un pays de système », parce que l'expérience récente à Hong Kong, ici, n'a pas du tout convaincu. Donc l'enjeu pour les prochaines années, c'est quelle place internationale pour Taïwan quand on n'est pas reconnu aux Nations Unies? Quelle identité pour les Taïwanais? Parce qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans le système politique de Pékin. Comment rester le premier investisseur en Chine sans en être totalement politiquement dépendant? Alors c'est un jeu subtil, complexe, qui doit être redéfini en permanence, mais ce qui est certain quand on est à Taipei, c'est qu'on mesure très bien que la démocratie y fonctionne parfaitement. Alors puisqu'on est dans l'économie et la finance, vous pouvez lire Taïwan, l'essentiel d'un marché aux éditions Ubifrance, exporté, financé, commercé. Et puis, le revers de la médaille, évidemment, ce sont les droits humains en Chine, le rapport d'Amnesty International sur la Chine, édité aux éditions Autrement.